Voilà, welkom monsieur Pierre-Frédéric Nice de la UCM, Marie-Hélène Ska de la CSC, Miranda Ullens de la FGTB et Dani Vanas de Uniso. Il est clair que je veux aussi, avec vous, aborder les défis typiques pour les PME. Et on va revenir sur ce qu'on a dit lors du débat précédent. Une politique de prévention est nécessaire tout au long de la carrière, on l'a vu ce matin, pour éviter que les travailleurs ne puissent plus travailler. En fait, est-ce plus difficile de le réaliser dans une entreprise, dans une petite entreprise, un PME, une PME, un PME, une PME, que dans d'autres entreprises? Monsieur Nist. Bonjour et merci de me donner la parole en premier lieu. Alors, vous constaterez que je serai un peu dans l'obligation d'écourter mes propos parce que je n'ai plus de voix. Oui. Alors, on va essayer de faire... Vous avez fait la fête hier Hélas, non. Je crois que c'est l'air conditionné de la voiture qui a été un peu trop fort. Alors, j'ai suivi le débat tout à l'heure, bien que je n'ai pas pu être là dès le début. Je pense que c'est vraiment fondamental aujourd'hui. On a un marché du travail qui est effectivement très compliqué. Et en ce qui concerne les employeurs, on a des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des très petites entreprises. Et chez UCM, on utilise toujours une formule qui est de dire qu'une PME n'est pas une grande entreprise avec ou en modèle réduit. Donc tout ce qui est valable et bien pour les grandes entreprises ne peut pas être transposé en divisant par 2, par 3, par 10 pour les PME. Il faut des règles spécifiques impérativement pour les PME. Et donc, oui, à certains moments, sur certains points, c'est plus difficile dans les PME. L'adaptation est plus difficile dans les PME. Et on constate aussi, et je veux être tout à fait positif, qu'on a des résultats aussi parfois plus rapides et des résultats plus pérennes dans les PME. Ça veut dire qu'on peut fonctionner beaucoup plus facilement. Alors, je sais que mes amis du banc syndical ne seront pas d'accord avec moi, mais je le dis souvent, nous n'avons pas besoin dans nos PME de syndicats. Parce que nous avons des discussions, du moins dans la toute grande majorité des PME. Toute autre discussion, je sais bien, mais laissez-moi. Comme ma voix me porte pour le moment, autant en profiter un petit peu. Et donc, ça veut dire en fait qu'on fonctionne avec des consensus, on fonctionne avec la possibilité de se mettre autour de la table et de trouver des solutions. Et donc, oui, parfois, pour répondre de façon précise à votre question, oui, parfois c'est plus compliqué, il y a des règles particulières et je vais terminer en disant nous souhaitons le plus souvent, même si ça choque, des exceptions PME. Des exceptions PME parce que c'est difficile dans nos petites structures, chez nos indépendants qui ont fait le pas de devenir employeurs. C'est difficile et donc nous avons besoin de règles souples. Nous avons besoin de règles modernes, mais que l'on tienne vraiment compte et que l'on prenne en considération notre ADN. Je pense que ça, c'est tout à fait fondamental. Madame Ska? On va reprendre le débat là où on l'avait laissé. Nous pensons, comme ça a été dit dans le premier panel, qu'il faut prendre le problème dès le départ, donc dès le début de la carrière jusqu'au bout de la carrière. Ça veut dire que nous devons absolument sortir d'un modèle qui nous a mis dans le mur aujourd'hui. Et ce modèle qui nous a mis dans le mur, c'est des jeunes qui arrivent très tard sur le marché du travail, qu'on presse comme des citrons pendant 20 ans et qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir le plus vite possible du marché du travail. Il nous semble que ce modèle-là, il est épuisé aujourd'hui, qu'on doit absolument sortir de ce modèle-là. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de malades au travail que de demandeurs d'emploi. Donc, si on veut augmenter le nombre de personnes au travail, être bien dans son travail, nous devons sortir de ce modèle dans lequel on entre tard, on s'épuise et puis on veut sortir. Et c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas de recette miracle en la matière, mais il y a à prendre en compte des évolutions aussi dans les familles, dans les modèles économiques des entreprises.
Et donc c'est un point auquel nous devons être attentifs comme interlocuteurs sociaux. Il est tout à fait erroné de penser aujourd'hui que ce qui se passe en dehors du travail n'a pas d'impact sur ce qui se passe dans le travail. Aujourd'hui, nous avons des hommes, des femmes qui sont au travail et qui sont coincés entre la génération de leurs parents dont ils doivent s'occuper, la génération de leurs enfants, etc. Donc nous devons pouvoir intégrer ces dimensions-là dans nos réflexions. Deuxième élément important, et ça touche tant les PME que les grandes entreprises d'ailleurs, on remarque aujourd'hui que les travailleurs sont très attentifs à la question du sens au travail. Et donc je ne vais pas travailler parce que je dois aller travailler, je vais travailler parce que j'y trouve mon compte, parce que j'y trouve du sens, parce que je trouve une mobilisation à me lever le matin. Et de nouveau, qu'on soit petite entreprise, grande entreprise, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi comme interlocuteurs sociaux parce que ça choque parfois les modèles avec lesquels on a l'habitude de fonctionner. Donc c'est une deuxième préoccupation importante pour nous. Et donc ça veut dire aussi qu'on doit passer de la contrainte à la possibilité sur tout un certain nombre de points, que ce soit sur les questions de temps de travail, sur les questions de formation, sur les questions d'accompagnement de carrière. Et ça questionne beaucoup nos modes de fonctionnement comme interlocuteurs sociaux. Donc voilà, c'est un beau défi, mais je pense que c'est un défi important sur la qualité du travail, sur le sens du travail et sur le fait de pouvoir ramener demain plus de personnes au travail, plus de personnes qui trouvent à nouveau leur place sur le marché du travail, quel que soit leur âge, quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur région et quel que soit dans le type d'entreprise dans lesquelles elles sont actives. Pour entrer plus dans les détails, Madame Ullens, quelle est votre réaction à quelque chose qui a été proposé hier lors du débat avec les ministres, mais aussi dans les idées proposées ce matin, notamment d'attirer plus de personnes sur le marché du travail et ainsi organiser des projets pilotes pour les personnes en maladie de longue durée? Parce qu'aujourd'hui, elles se trouvent dans une situation où, si elles acceptent du travail, elles vont perdre leur allocation. Est-ce que c'est une bonne idée de guider ces gens sur le marché du travail sans courir le risque qu'ils perdent leurs allocations? On a essayé la même chose pour les demandeurs d'emploi. Quelqu'un a perdu son emploi, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne trouve pas d'emploi intéressant ou bon. Quelqu'un est malade, pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est comme ça, ils sont malades. Donc tout d'abord, en termes de prévention, il faut faire en sorte que les gens ne tombent pas en maladie. On parle de l'histoire de 3M en Flandre. Il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent. Il y a l'inspection sociale qui a échoué parce qu'à Anvers, il n'y avait pas assez de personnes pour contrôler ces conditions. Donc la prévention est très importante et l'accompagnement également. Et la reprise graduelle du travail doit être possible, mais il faut éviter que si on va chasser, comme on a chassé les demandeurs d'emploi, on ne va pas chasser les malades. Quelqu'un veut reprendre son travail en bonne santé. Si on se focalise sur le grand nombre de personnes en maladie de longue durée, ça a aussi d'autres raisons. Il y a 7 ans, par exemple, on a déjà proposé que le burn-out doit être reconnu comme malade professionnel. Comme cela, on peut prévoir un cadre plus clair, on peut déployer des mesures afin de l'éviter et d'assurer un bon suivi. Il faut le regarder à partir de plusieurs facettes. On peut parler des chiffres, il y a tant de personnes en maladie de longue durée, mais ça ne fonctionne pas et il faut entrer plus dans les détails. Donner la possibilité à certaines personnes est peut-être un progrès. Oui, mais il faut un cadre, il faut une concertation avec la délégation sur le terrain et la personne en question, c'est trop important. Ce qu'on ne veut pas est dire à nouveau qu'il y a un nombre important de malades, il faut le résoudre et comme cela, on a une solution 1 sur 1. Non, ça ne marche pas comme ça. On a déjà parlé de la formation, c'est très important. Ma collègue Anne-Léona Aradi a parlé des droits individuels à la formation, à la prévention. C'est très important pour faire en sorte que sur le long terme, on puisse investir et faire en sorte... Vous voulez
aussi que le plus grand nombre de personnes puissent être guidées vers le marché du travail. Si le marché du travail a besoin d'un chiffre plus élevé, et comme Anne Léonard a déjà dit, ça ne peut pas être un fétiche. Il est important que quelqu'un ait un bon emploi, avec un bon statut, avec de bonnes conditions de travail et un bon salaire. Et j'ai utilisé un exemple particulier. Il ne s'agit pas des PME, mais il y a beaucoup de travailleuses à temps partiel. Il s'agit de beaucoup de femmes qui travaillent dans la grande distribution. Avec un emploi à temps partiel, on demande des heures supplémentaires. Il y a même des étudiants qui font leur emploi, et ce que les femmes veulent, c'est plus d'heures. On a déjà mené une concertation là-dessus, il y a même une nécessité existante, et ça reste lettre morte, et c'est très dommage. Alors que si quelqu'un veut aller vers un temps partiel, d'un temps partiel vers un temps plein, il y a plus de pouvoir d'achat, il y a plus de droits, les problèmes de pénurie sont supprimés, etc. Donc beaucoup plus d'opportunités pour les gens afin de s'épanouir. C'est donc un problème à multifacettes qu'il faut résoudre de différentes manières et en évitant de se focaliser sur un seul point. Monsieur Vanas, vous pouvez réagir. On a déjà dit énormément, mais vous pouvez réagir si vous voulez. Ce que je voulais dire en tant qu'élément, parce qu'il y a quelque chose qui me surprenne, hein, l'une des choses positives que moi j'avais retenues du groupe de travail était que nous disons tous qu'aller travailler, c'est bon. Nous ne devons pas aller travailler juste pour obtenir les 80%. Hein. Aller travailler, c'est bon parce que ça fait en sorte qu'on a un revenu. On n'est pas pauvre comme celle-là, hein, grâce à un emploi. Aller travailler augmente les contacts sociaux, augmente le fait qu'on donne du sens à la vie. Donc si on dit qu'il faut faire en sorte qu'il y a une carrière plus longue possible, ce n'est pas seulement en termes de sécurité sociale, mais aussi en termes du bien-être de la plupart des personnes, raison pour laquelle je suis un peu surpris. Toujours vous, hein? Oui, mais ça va dans les deux sens. Si on prend l'exemple des malades de longue durée, et Mme Krivitz hier, elle a fait référence à cela aussi, un tiers des malades à longue durée indiquent qu'ils préfèrent reprendre le travail, et alors il faut regarder comment le faire. Est-ce qu'on peut le faire dans la même fonction, dans la même entreprise, de manière graduelle? Et est-ce que, d'une manière ou une autre, on peut combiner la reprise du travail et, d'autre part, le maintien d'une partie de l'allocation? Parce que si on commence ou recommence à travailler, mais on a la crainte de perdre l'allocation, alors on va peut-être préférer rester à la maison. Et je reviens sur votre première question. Y a-t-il des différences entre, par exemple, des PME et d'autres entreprises? S'il s'agit de la réintégration sur le terrain, alors, dans les PME, il y a beaucoup moins de possibilités que dans une entreprise où il y a 2000 travailleurs et donc 2000 fonctions. C'est-à-dire que si on ne peut plus faire un certain emploi, la possibilité de reprendre la même fonction est plus petite que dans de grandes entreprises. Alors, il est important de faire en sorte que les différentes entreprises puissent peut-être collaborer afin que les travailleurs puissent changer de fonction. Alors, il faut plus de mobilité entre les entreprises, plus de mobilité de travail entre les secteurs également. Et voilà quelque chose de très spécifique. Et si je peux encore ajouter une seule chose, s'il y a un problème, et les ministres du Travail l'ont déjà indiqué hier, le plus grand problème qu'on a à l'heure actuelle n'est pas tellement la pénurie, mais c'est qu'il y a un manque énorme sur le marché du travail. Quel est alors l'impact sur la PME et sur la faisabilité du travail? Si on a une équipe très limitée, il y a des gens qui quittent le travail et on ne peut pas les remplacer, alors la charge de travail sur les autres qui restent va augmenter. En plus, nous sommes là pour les indépendants, mais alors c'est l'indépendant, la première personne qui va essayer de compenser tout cela. Donc c'est le manque de force de travail qui pose le problème principal. Et alors il faut regarder comment on peut résoudre ce problème, notamment faire en sorte qu'on puisse avoir une carrière la plus longue possible, comment maintenir les gens au travail, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens
en maladie de longue durée puissent être réintégrés. Et il faut aussi cibler les demandeurs d'emploi et les non-actifs. Ce qui a été mis en avant lors de ces groupes de travail, c'est que il y a beaucoup de femmes, surtout dans les emplois à temps partiel, et bien souvent ce n'est pas volontaire. Elles voudraient travailler à temps plein, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas très bien en tant que profane. En fait, ce n'est pas parce que vous avez 2 emplois à mi-temps que vous pouvez faire un emploi à temps plein. Parce que si vous avez besoin de ces emplois, par exemple, il y a un boulanger avec un pic entre 12 et 14, et là, vous avez besoin de beaucoup de gens entre 12 et 14. Et M. Botterman a cité l'exemple du travail saisonnier. Bon, vous pouvez avoir beaucoup de travail à temps partiel, mais vous ne pouvez pas en faire un travail à temps plein. Donc, c'est lié à l'organisation du travail. Autre élément, cela favorise en fait la pénurie parce que ça aide à lutter contre la pénurie parce que ça permettrait aux travailleurs de changer de travail plus facilement. Madame Ska ou Madame Ulens? Mais, je suis contente d'entendre Dani Vanash sur un certain nombre de points, parce que je pense qu'on sort vraiment de la logique du tout ou rien, du in ou out sur le marché du travail. On sort aussi d'une logique de responsabilité individuelle. Si on est malade, c'est de sa faute, et puis voilà. Donc on approche les problèmes de manière plus large, et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. Un peu comme Chris Botterman l'a dit tout à l'heure, on doit innover. On doit revoir un certain nombre de choses dès le départ. Il en va du soutien à l'alternance qu'on a cantonné très souvent, dont on parle depuis 20 ans, mais qui ne progresse pas. Et pas seulement pour ceux qui n'ont pas envie d'aller à l'école, hein, sans doute beaucoup plus largement. On doit pouvoir faire du kennisoverdracht, zoals jij straks zei. On doit le faire de plus en plus, et pas uniquement à la fin de la carrière, mais également tout au long de la carrière. Dans le cas, par exemple, de modifications techniques, ceux qui ont connaissance de ces modifications, moi je le vois aussi avec l'informatique, hein. Bien souvent, là, ce sont les jeunes qui transmettent des informations aux travailleurs plus âgés. Et dans ce cas-là, moi, je me considère comme une travailleuse âgée. Je pense qu'on doit aussi avoir, et Dani l'a signalé, une nouvelle approche sur les tensions sur le marché du travail. Aujourd'hui, on voit qu'on a des tensions dans le monde de l'industrie depuis 20 ans. On dit qu'on manque d'ingénieurs, on manque de maçons depuis la nuit des temps, d'infirmières, de bras dans l'ORECA. Ce n'est pas en contraignant qu'on y arrive, on le voit bien. Ce n'est pas en payant mieux les gens, parfois oui, bien sûr, mais ça ne donne pas des bras en plus dans un certain nombre de secteurs. Mais c'est en travaillant sur le pourquoi, le sens du travail. Donc peut-être que nous, on doit aussi réfléchir à la manière d'appréhender ces questions-là pour permettre à tout un chacun d'y arriver. Et je suis aussi heureuse d'entendre aujourd'hui, parce que c'est la première fois, qu'on a besoin d'une solidarité entre entreprises et secteurs. Très souvent, quand un problème se pose, et certainement dans les PME, en cas de réintégration, ben effectivement, s'il n'y a pas de place dans la PME pour réintégrer, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux travailleurs, tire ton plan, débrouille-toi tout seul. Non. Donc j'entends aujourd'hui qu'on dit peut-être qu'il faut aller chercher des solutions ailleurs, là où on en a besoin, là où c'est possible. Donc tous ces éléments-là me semblent être des pistes qui sont en tout cas des pistes que nous devrons explorer comme interlocuteurs sociaux à la suite de la conférence pour l'emploi pour amener à des solutions du début de la carrière jusqu'à la fin de la carrière, de ceux qui sont bien portants à ceux qui sont malades, des petites entreprises jusqu'aux grandes entreprises. Il n'y a pas de solution miracle, en tout cas nous n'y croyons pas, mais nous pensons qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont indispensables pour faire progresser les choses et les faire progresser dans le bon sens. Ja, mevrouw Riens, ja. Je voulais encore intervenir suite à ce que Dani a dit. Vous avez dit qu'on a 2 emplois à mi-temps et qu'on ne peut pas encore en faire un emploi à temps plein, mais il faut encore y arriver. Si vous n'avez pas de moyens de transport, si parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'on n'a pas assez investi, à ce moment-là, vous avez tout de même un problème. Donc, il faut investir dans les services publics. Par exemple, les transports en commun, l'accueil des enfants. Tout ça, c'est quelque chose qui peut aider, qui peut contribuer au fait d'amener les gens sur le lieu de travail, sur le marché du travail. Bon, et je voudrais aussi évoquer la question du secteur public avec des emplois de qualité.
je pense qu'il faudrait tout de même se pencher sur la question. Bon, on a dit qu'il n'y avait même pas d'inspecteur du travail pour la province d'Anvers, donc il y avait vraiment un problème de désinvestissement dans le secteur public. À tous les niveaux politiques. Hein, et on le ressent. On l'a ressenti lors de la crise du coronavirus et on va le ressentir encore davantage si on ne continue pas, si on ne recommence pas à investir. Pardon. Je voudrais réagir par rapport à ça. Puisqu'on parle de mettre les femmes au travail. Monsieur le ministre, il y a des gens qui disent qu'on devrait avoir un droit opposable sur une place en crèche en Belgique pour pouvoir amener plus de femmes vers le marché du travail. Oui, il y en a qui le disent, en effet. Et vous n'êtes pas d'accord? Mais je n'ai pas dit ça, Moi, je souhaiterais pouvoir regarder dans les yeux tous les employeurs que nous représentons et leur dire, bah, tiens, voilà, il va falloir trouver une solution, il va falloir créer une crèche d'entreprise, il va falloir trouver des solutions concrètes, etc. Et franchement, je pense qu'on y arrivera, il faudra le temps, mais ça va être difficile. Ça va être difficile pour des questions de moyens. Mais fondamentalement, je pense que les choses sont en train ou doivent bouger. Je partage l'idée de Marie-Hélène qui est de dire qu'on doit avoir une nouvelle approche. C'est vraiment un exemple d'une nouvelle approche. Et allons plus loin. Ce qui se passe de bien dans une entreprise doit pouvoir être utilisé comme modèle dans une autre. Et dans nos petites structures, on souhaite vraiment développer un réseautage. Parce qu'une crèche dans une PME, ça va jamais se faire. C'est impossible ou c'est quasi impossible. Par contre, si une dizaine de PME se regroupent, alors là, ça devient intéressant. Ça, c'est possible. Et donc, on doit effectivement travailler sur ce réseau d'entreprises. On peut parler de groupement d'employeurs aussi, hein. Sortons des crèches, hein, et allons voir. Et pourquoi pas? Alors, c'est un outil qui est utilisé. Il est mal utilisé, à mon sens, et pas assez bien utilisé. Je vais être très clair par rapport à ça. Mais en ce qui concerne les plus petits, l'union fait la force. Hein, ça reste encore quelque chose d'important. Et je pense qu'il y a peut-être des solutions par rapport à ces éléments-là. Je voudrais juste, parce qu'on a abordé un peu les métiers en pénurie, les difficultés, etc., en disant sanctionner, ce n'est pas une bonne chose. J'entends ça. Inciter, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Ben oui, donner des sous comme ça directement, ce n'est pas évident. Le problème fondamental, il est double. Il est que, d'abord, c'est l'éducation. Et vous pouvez retenir ce mot à chaque intervention dans le débat. C'est l'éducation qui est vraiment fondamentale. Mais l'éducation, pour revenir à la valeur travail, l'éducation, il faudra attendre une génération, en tout cas pour une partie des employeurs dans des régions que je représente, il faudra peut-être attendre une génération pour y arriver. Or, les métiers en pénurie, c'est une solution tout de suite. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres éléments à mettre en place véritablement et on a besoin de choses tout de suite. On ne peut pas se dire, tiens, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Il faut qu'on trouve des alternatives. Et alors, je terminerai sur cet élément-là, ça va être peut-être un peu difficile parce que dans les solutions qui sont proposées, peut-être que temporairement, la sécurité sociale n'y trouvera pas son compte. C'est possible. Et je sais bien qu'en disant ça, je cède la parole, bien évidemment, à mes voisines, c'est évident, mais je pense que si on veut vraiment trouver une solution par rapport à ça, il faudra sans doute arbitrer, il faudra peut-être passer par des situations un peu délicates. Iedereen wil erop reageren, maar meneer Van Assen was eerst. Ik was eerst. Je voudrais réagir au premier point, à savoir l'accueil des enfants. Ça, c'est vraiment un élément très important qui est sous-estimé. Si on veut encourager les gens à aller travailler, et on parlait de cette grande catégorie de personnes qui n'a aucun statut. Ils ne sont pas demandeurs d'emploi, ils ne sont pas malades, mais ils ne sont toujours pas actifs sur le marché de l'emploi alors qu'ils sont en âge de travailler. Et ils ne sont pas en train d'étudier. Donc, comment peut-on les inciter à être actifs sur le marché de l'emploi? Eh bien, bien souvent, ce sont des parents seuls. Et si on essaye de voir s'il y a encore des working poor dans notre pays, eh bien souvent, ce sont des familles monoparentales.
Et bien souvent, ça ne vaut pas la peine d'aller travailler pour un salaire de misère. Alors, quel est le plus gros problème? Eh bien, c'est que si vous allez travailler, un enfant coûte plus cher que lorsque vous n'allez pas travailler. Donc, si on veut attirer les gens sur le marché du travail, et c'est ce qu'on veut, parce qu'alors ils peuvent évaluer, à ce moment-là, ils peuvent assurer leur propre avenir, mais à ce moment-là, il faut veiller à ce que les enfants ne soient pas plus chers lorsqu'on va travailler que lorsqu'on ne va pas travailler. Et ça, c'est un appel qui est lancé aux ministres d'hier, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et en communauté germanophone. Faites en sorte que avec vos allocations familiales, en plus de cela, il y ait une allocation pour compenser le coût supplémentaire lorsqu'on va travailler et veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place dans les crèches pour que ce ne soit pas un frein au marché de l'emploi. Mais pour vous, là, c'est une facture qui doit être prise en charge par l'État et pas par les entreprises qui collaborent. Bon, c'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les employeurs veulent être attractifs pour essayer d'attirer des gens, mais il faut savoir aussi que chaque euro que l'on dépense dans une PME, eh bien, il faut le regagner par la suite. Donc, si vous investissez davantage dans ce type de choses, eh bien, votre production, vos services vont devenir plus chers. L'un est toujours lié à l'autre. Ici, je pense que c'est une question de politique de marché de l'emploi, et donc il faut regarder les allocations familiales, et ça fait partie aussi de cette politique. Autre point qui a été évoqué par Miranda, je suis tout à fait d'accord, pour une fois il faut le dire, c'est vrai que le transport en commun est extrêmement important. C'est extrêmement important parce qu'on voit quelque chose de très étrange depuis des années. En Flandre, il y a vraiment un manque dans certaines régions, un manque de travailleurs, et on a une offre plus importante de travailleurs et de demandeurs d'emploi en Wallonie et à Bruxelles. Et pour le moment, on n'arrive toujours pas à utiliser cette suroffre à Bruxelles pour faire travailler ces gens en Flandre, alors qu'il y a des Français qui viennent en Flandre occidentale. Et donc ça, c'est vraiment une question de mobilité à laquelle il faut s'attaquer. Il y a 100 ans, il y a énormément de gens qui ont déménagé pour aller travailler dans le Borinage, à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons de meilleures possibilités de mobilité, donc on ne doit plus déménager, on pourrait se déplacer avec le train, avec la voiture, mais on ne le fait plus, ça ne se fait plus. Et ça, c'est l'un des grands éléments auxquels il faut s'attaquer, selon moi. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi en partie francophone. Bon, la langue, ce n'est pas un problème. Hier, M. Claire-Failly a dit qu'il fallait investir davantage dans l'apprentissage du néerlandais à Bruxelles pour pouvoir aller travailler en Flandre. Moi, je l'ai dit à nos employeurs. Il faut que la langue ne soit pas un obstacle au recrutement. Ils apprendront bien le néerlandais dans l'entreprise. Ça se fera tout seul. Vous pouvez réagir, mais s'il vous plaît, brièvement, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je voulais encore ajouter deux choses, parce qu'il s'agit en fin de compte de ce chiffre qui a été repris dans l'accord de gouvernement, le ministre le sait, mais il faut veiller donc à ce que les gens travaillent, qu'il y ait plus de pouvoir d'achat et au financement de la sécurité sociale. Menénis a dit tout à l'heure, bon voilà, la sécurité sociale, c'est tout de même un élément important. En effet, on a déjà vu la protection sociale qui nous a été donnée grâce à cette sécurité sociale, et on le voit surtout dans les contrats précaires. Les cotisations sociales ne sont pas perçues de la même manière, ne sont pas aussi élevées. Et ce que l'on pourrait faire, lorsque l'on voit, et d'ailleurs j'ai entendu la proposition de notre collègue avant-hier concernant le travail des étudiants, si on a de l'apprentissage dual et qu'on a aussi on peut aussi se constituer des droits sociaux, on peut aussi alimenter la sécurité sociale et ça permet d'apporter une réponse à ces problèmes. Deuxièmement, les intérimaires, il y a quelques années, on a conclu un accord pour réduire de 20% les contrats journaliers. Mon collègue Olivier Valentin en a parlé tout à l'heure. On voit que ça ne se fait pas. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des contrats journaliers. Donc le soir, ils ne savent pas si le lendemain ils doivent aller travailler et s'ils le doivent, à quelle heure. Eh bien, puisque l'accord n'a pas fonctionné, disons que si ça n'a pas fonctionné, eh bien malheureusement, essayons de voir si on ne pourrait pas travailler avec des sanctions. Par exemple, une sorte de flexi-prime. Et là, je vois déjà son œil briller. Non, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. La flexi-prime pourrait s'adresser aux entreprises
qui ne respectent pas leurs engagements et aux agences de travail intérimaires qui ne respectent pas leurs engagements. Donc, ils devraient apporter une contribution à la sécurité sociale, au fonds sectoriel, pour que des initiatives soient prises pour améliorer la situation. Parce que les statuts précaires, bon, il n'y a aucun parent qui souhaite pour son enfant que on travaille au quotidien dans le cadre de contrats intérimaires. On veut un bon emploi avec un bon salaire. C'est ce que les gens veulent pour leurs enfants. Oui, mais dans le débat précédent, on a aussi entendu que les employeurs ne choisissent pas par plaisir ces contrats. Madame Ska, très bref, s'il vous plaît. Je pense qu'on doit apprendre de l'histoire et ne pas répéter les erreurs de l'histoire. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans l'histoire. Nous avons pensé qu'en diminuant linéairement les cotisations de sécurité sociale, c'était du win-win. C'est du win-win pour l'employeur, pour le travailleur parfois, mais il y a quand même quelqu'un qui ne les perçoit plus, ces cotisations, et c'est l'État. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que ça nous amène des débats sur comment est-ce qu'on finance les pensions, comment est-ce qu'on finance la protection sociale. Donc, ne recommettons pas ces débats-là et ne revenons pas avec des propositions qui visent de nouveau à confondre du net et du brut, à diminuer des cotisations qui sont versées, parce qu'à un moment donné, on en paye toutes et tous l'addition. Deux, je ne pense pas que ce soit le rôle des employeurs de construire des crèches, etc. Mais par contre, c'est le rôle des pouvoirs publics que de pouvoir mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures collectives, qu'elles soient des milieux d'accueil, qu'elles soient des transports en commun, qu'elles soient des infrastructures pour les personnes âgées, de manière à permettre à ceux et celles qui doivent travailler de le faire. Et donc, ça veut dire que chacun doit y contribuer. Donc, il faut revenir à des débats qui soient des débats un peu sereins, pas à des recettes du passé sur le sujet. Deux, il y a un élément que nous n'avons pas abordé maintenant, mais que nous devrions aborder. Ce n'est pas parce qu'on est dans des PME qu'on doit aller vers une individualisation complète de la relation de travail. Dany Vanhache l'a expliqué pour une partie de la carrière, sur la mesure du temps de travail, sur la déconnexion, sur le retour au travail. On ne peut pas être simplement dans de l'individuel. Il faut qu'on puisse créer des cadres collectifs qui puissent être flexibles, qui puissent être adaptés, mais de manière à ce que les uns et les autres puissent s'y retrouver et qu'il y ait des règles du jeu qui soient fixées. Les règles du jeu, elles ne peuvent pas juste être laissées aux acteurs sur le terrain, sinon on sent qu'il y a une disproportion beaucoup trop importante. Et le corona nous l'a montré. Trop souvent aujourd'hui, beaucoup de travailleurs sont laissés à eux-mêmes avec l'injonction simplement de dire faites le travail et puis arrangez-vous comme vous pouvez pour que ce travail soit fait. Donc on revient sans cesse à cette question du sens du travail. Si on veut être plus nombreux et plus nombreuses au travail demain, il faut que ça puisse refaire sens pour les uns et les autres. Donc je sais que ça nous éloigne parfois un petit peu des questions très pratico-pratiques, mais si nous n'avons pas la même vision de ce vers quoi nous devons aller, nous ne trouverons pas non plus ensemble les solutions de demain pour le monde du travail d'aujourd'hui et le monde du travail de demain, et c'est vers ça que nous devons tendre. Donc j'ai entendu les propositions dès le début de la carrière, nous en avons fait aussi dans les groupes de travail, bien évidemment, et j'espère que le résultat de ces groupes de travail ne sera pas perdu pour la suite de cette conférence pour l'emploi. C'est la première conférence pour l'emploi, donc si elle pouvait au moins conduire à ce que nous ayons des balises, des visions relativement communes et des constats communs, alors ça nous permet ensuite de construire un certain nombre d'éléments de réponse, ensemble avec les régions, ensemble avec le fédéral, ensemble avec les secteurs et les interlocuteurs sociaux. C'est un plaidoyer pour la concertation sociale. Oui, très brièvement. Oui, je vais poursuivre sur le même élan que Marie-Hélène. Je pense que les différentes générations ne doivent pas être catégorisées dans des cases. En dessous de 35 ans, il est difficile de trouver un emploi qui donne une sécurité pour l'avenir. Les travailleurs plus âgés ont des difficultés parce qu'à un certain moment, on est fatigué. Et donc là aussi, il faut trouver des solutions. Mais il ne faut pas oublier non plus la génération sandwich entre les deux. Oui, ce matin, on a mis l'accent là-dessus. Il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de la carrière. Je vous remercie. Encore une phrase. Le travail, ce n'est pas une punition. Je voudrais l'ajouter encore. Merci à tous. Nous passons au débat suivant. Ce sera le dernier pour aujourd'hui. Nous allons
désinfecter les bureaux et puis les invités suivants peuvent prendre place.